Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une vidéo qui va peut-être surprendre certaines personnes, parce que déjà le titre est un peu particulier. En effet, quand je dis le véganisme comme solution aux crises que nous vivons aujourd'hui, eh bien les deux mots principaux, véganisme et crise, sont discutables. Véganisme parce que le véganisme c'est une attitude envers les animaux. Ce n'est pas une attitude qui a pour but d'améliorer la santé ou de solutionner le réchauffement climatique ou de se battre contre les pandémies, etc. Donc les puristes véganes ou végans vont peut-être tiquer. Mais vous allez voir d'ici à la fin de la vidéo que j'ai peut-être une bonne raison d'utiliser ce terme quand même. Et crise, en fait quand on dit crise, aujourd'hui, on pense en premier sans doute à la pandémie, on pense au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, au manque d'eau douce. Mais en réalité, ce terme-là est tout à fait discutable aussi, parce que la notion de crise veut dire que nous serions dans une période, sur le court terme, problématique, comme une crise économique. Voilà, pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, il y a des problèmes économiques. Et puis après, la crise est passée, ça va mieux. C'est ça un peu la notion de crise, c'est quelque chose de très provisoire. Or, tout ce que nous vivons de fondamental comme problème, actuellement, et parfois même moins fondamental, eh bien, ce ne sont pas des crises. Ce sont des symptômes, des conséquences de l'effondrement du vivant, qui est en cours, et qui est bien plus important qu'une crise, parce que l'effondrement du vivant, il n'y a pas de après. J'en ai parlé dans une autre vidéo, il y a 1 an, et dans cette vidéo, j'annonçais notamment la crise économique que nous vivons maintenant. Donc la crise économique, on est rentré dedans. Et elle était absolument inéluctable. Pas seulement parce qu'on s'invente des bulles financières, etc. et que c'est géré très mal. Ça aussi, ça peut mener à des crises économiques. Mais parce que notre économie est basée sur des ressources naturelles que nous gaspillons. Nous en exploitons plus que ce qu'il y a de disponible. On vous parle chaque année du jour du dépassement. C'est-à-dire qu'on utilise plus de ressources que ce que la planète produit. Et donc vous vous rendez bien compte qu'à un moment ça ne marche plus. Vous avez une voiture qui fonctionne au pétrole, vous avez un moteur qui gaspille comme un fou et qui au passage pollue, mais donc qui ne permet pas, avec ce que vous avez comme carburant annuel, de rouler toute l'année. Donc à un certain moment vous tombez en panne. Voilà. Et cette panne, le premier symptôme, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo l'année passée, ce sera un effondrement économique en 2020, c'est ce que je dis dans ma vidéo. Il y a d'autres symptômes. Je ne sais plus ce que j'utilise comme terme dans la vidéo, je parle d'effondrement de nos sociétés ou de la civilisation. Mais en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous avions une société avec ses qualités et ses défauts, mais elle n'est plus tenable. Elle n'est plus tenable puisque, bien sûr, parce que l'économie ne fonctionne plus, mais parce qu'elle est également basée sur une nature qui avait certaines ressources, certains fonctionnements. Et cette nature, eh bien, nous l'avons détruite à un point qu'elle ne fournit plus les services qu'elle fournissait. Et donc forcément, la société ne peut que s'effondrer. D'ailleurs, ça a déjà eu lieu. Et les collapsologues, je dirais Pablo Servigne et sa clique, ont constaté ça, à raison. Et ils ont été étudier l'effondrement de d'autres sociétés, par exemple à l'île de Pâques, c'est bien connu que c'était une société qui était relativement avancée pour l'époque, mais en déforestant complètement leur île, ils ont détruit leurs sources de nourriture, d'eau, etc. Et donc ils ont disparu. Ce que les collapsologues disent, c'est que on voit bien qu'on a été beaucoup trop loin et que c'est trop tard pour sauver nos sociétés, encore faut-il savoir s'il fallait les sauver, et donc ils pensent déjà au monde d'après. Sauf qu'ils font une erreur majeure. C'est que les effondrements précédents de civilisation ou de société, quelle que soit l'échelle, ça n'a jamais été mondial et surtout ça n'a jamais été causé par une perte du vivant au niveau mondial. Il n'y a jamais eu une extinction de masse comme ça, certainement pas depuis que l'homme existe. Donc, croire que l'on peut calquer peut-être j'exagère, ils ne sont pas naïfs à ce point-là, mais qu'on peut s'inspirer des effondrements civilisationnels précédents pour tirer des enseignements et savoir ce qu'il faut faire cette fois-ci, il se trompe totalement. Je vais le dire de façon très très simple. Si l'humain disparaît, il n'y a pas de monde d'après. Pour les humains, bien entendu. Alors vous allez me dire que je suis extrêmement pessimiste. Mais non, je me base sur la science, tout simplement. La science le dit, il y a diverses études, il n'y en a pas qu'une,
Il y en a une fameuse en 2012 dans la revue Nature, mais plus récemment, il y a une publication qui est vraiment très intéressante. Et vous allez voir le lien et pourquoi je parle de véganisme. Ce sera le point de départ, je vais approfondir. Cette publication dit ceci. Regardez, je vous laisse une copie écran de la publication originale et je vous ai fait une traduction de quelques mots. Alors, vous voyez, c'est simple. Si on ne change pas radicalement, ça en est foutu. Pourquoi ? Parce que la planète ne sera plus vivable. Et si elle est plus vivable, on ne sera plus là. Bon, c'est également ce que je dis dans ma vidéo l'année passée, qui est parue d'ailleurs avant cette publication scientifique. Très souvent, je publie les choses un petit peu avant les scientifiques, comme ça donne de l'intérêt pour mon public qui se rend compte que je raconte pas n'importe quoi et que ce que je dis est confirmé par après. Bon, peu importe. Ce qui est clair, c'est que nous allons droit dans le mur. Et le mur, cette fois, c'est la disparition de très nombreuses espèces, malheureusement. C'est déjà en cours. C'est ce que je dis dans cette vidéo aussi. L'effondrement, c'est pas pour demain. C'est aujourd'hui, on est dedans. De 100 à 200 espèces qui disparaissent par jour. C'est de ça qu'on parle maintenant. Dans la vidéo de l'année passée, je disais 100. Et certains m'avaient dit, tu as des sources. Oui, j'en ai plein et je leur ai montré les sources. Et maintenant, j'ai entendu des responsables de l'Union mondiale pour la nature parler qui disent on est probablement plus proche de 200 que de 100. Mais ça ne fait qu'augmenter. Et ça va faire qu'augmenter. D'ailleurs, les Nations Unies ont parlé d'1 million d'espèces qui pourraient s'éteindre à court terme, et parmi lesquelles, nous, l'être humain. Bon. Donc la situation est grave et désespérée. Ceci dit, il y a encore une possibilité de limiter les dégâts, et en limitant les dégâts, c'est-à-dire sauver des espèces, peut-être même sauver des espaces naturels, et peut-être même sauver l'humanité. C'est peut-être pas le plus important, tout dépend quel est votre point de vue. Moi j'estime que l'espèce humaine n'est pas nécessairement plus importante qu'une autre, mais on peut encore la sauver. Mais il faut agir très très vite. Mais dans quel sens faut-il agir ? Eh bien cette même publication scientifique, je vous remets à l'écran, dit plein de choses intéressantes, j'espère que vous allez voir, si vous parlez anglais, que vous allez creuser un petit peu les sources, etc. C'est très intéressant. Mais elle dit une chose, et qui est l'objet de ma vidéo, elle dit il faut végétaliser l'alimentation. Devenir végétalien, je reprends le terme végétaliser l'alimentation de la publication scientifique, ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Je n'ai jamais dit ça. Certaines personnes disent que je l'ai dit, je ne l'ai jamais dit. Ce que je dis, en revanche, et qui est vraiment crucial, c'est qu'il est impossible de solutionner ces problèmes sans végétaliser l'alimentation. Pour les mathématiciens, il dira que c'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Bon. Il faut faire d'autres choses. Comme pour le réchauffement climatique, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était une de mes premières il y a 2 ans, où j'expliquais qu'on pouvait résoudre le problème du réchauffement climatique à condition d'arrêter les élevages. Certains m'ont dit que ça ne suffira pas. Non, j'ai jamais dit que ça suffirait. J'ai dit qu'il fallait le faire, entre autres choses. Ce que je vais faire ici, c'est de résumer rapidement, parce que j'ai beaucoup de liens, de sources, des vidéos précédentes, mes propres articles, etc. Donc pour ceux qui veulent des sources, il y a des sources externes. Pour ceux qui veulent plus d'explications, il y a mes articles et mes vidéos. Mais je vais faire un tableau global, et pour tirer une conclusion qui sera d'une extrême importance. Quels sont les problèmes que nous avons ? Alors, les problèmes de fond, surexploitation des ressources naturelles, en particulier des espaces. On détruit ce qu'on appelle tous les jours la déforestation. C'est en fait la destruction des habitats naturels, des milieux naturels. Il n'y a pas que la forêt qu'on détruit, mais c'est le milieu le plus répandu qu'on détruit le plus massivement, mais on détruit aussi des marais, on assèche des marais, etc. C'est grave aussi. Donc cette destruction, la première cause de très très loin, et alors vraiment il y a pas mal, comme on dit, c'est l'élevage. L'élevage qui accapare près de 80% des terres agricoles dans le monde. Bon, donc ça c'est vraiment un point crucial. Donc, pour lutter contre la déforestation, qui est une des causes majeures de l'effondrement, il faut arrêter les élevages. Bon. Alors, un autre point crucial, qui devient de plus en plus d'actualité, c'est le manque d'eau potable. On en arrive à des rationnements d'eau dans des pays très humides, où on se plaint en général, on se plaignait d'avoir trop de pluie, en particulier mon pays, la Belgique, certaines régions de France, et bien ailleurs, en Inde, c'est catastrophique, etc. Quelle est l'activité humaine qui consomme plus d'eau que les élevages ? Alors il y a peut-être une réponse, mais elle ne concerne que quelques pays, c'est le nucléaire. Mais hormis le nucléaire, il n'y a rien qui consomme plus d'eau que l'élevage. Alors, les contre-arguments de dire oui, mais on utilise l'eau de pluie, et alors ? Ça ne change rien. L'eau de pluie qui ne va pas dans les réservoirs
pour l'eau potable par exemple, pour alimenter les villes, et qui est accaparée par l'élevage, c'est de l'eau qui est polluée. La quantité d'eau principale, c'est pour produire la nourriture de bétail. La nourriture est produite dans des monocultures d'Amérique du Sud, d'Argentine, etc., qui sont abondamment pulvérisées et qui sont arrosées, et l'eau devient polluée avec les pesticides, les engrais, etc. Et l'eau qu'on donne dans les élevages industriels aux vaches, etc., elles sont pleines d'antibiotiques et d'autres saloperies, c'est de l'eau qui est polluée. Qu'elle vienne du robinet ou qu'elle vienne de la pluie ne change rien. L'élevage pollue d'énormes quantités d'eau, plus que toute autre activité humaine. Sauf, je dis, peut-être localement le nucléaire, mais qui ne concerne, je ne sais pas combien de pays ont des centrales nucléaires, mais ce n'est pas la majorité, alors que l'élevage concerne tous les pays du monde. Bon, donc, la déforestation, l'eau. Le climat. Alors, l'élevage est responsable, selon les autorités actuellement, de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, sachant que c'est la fourchette basse d'une estimation. La plupart des études scientifiques donnent des résultats qui vont de 18% à 40 voire 50%. Alors, pourquoi ces grosses différences ? Eh bien, c'est question de façon de compter. Quand vous voyez les énormes cargos qui amènent des millions de tonnes de soja, génétiquement modifié, etc., mais enfin, ici, ce n'est pas la question, qui viennent du Brésil, de l'Argentine, en Europe, est-ce que vous mettez les émissions de gaz liées au fioul lourd qu'utilisent ces cargos dans les transports ou dans la production de viande ? Quand on compte 14,5% des émissions, on ne le met pas dans la production de viande. C'est évidemment totalement hypocrite. C'est vrai que c'est du transport, mais c'est quand même strictement pour la viande que ces cargos se déplacent. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qui fait que les différentes études scientifiques donnent des résultats différents. C'est question d'interprétation. Donc, c'est important, c'est du niveau des transports, etc. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux élevages. Mais surtout, comme je l'explique dans ma vidéo que je vous ai mise à l'écran précédemment, si on veut résoudre le problème de réchauffement climatique, il faut laisser la nature reprendre ses droits sur d'énormes surfaces, parce qu'en laissant la forêt naturelle repousser, elle va capter une grande partie des gaz à effet de serre qu'on a émis dans l'atmosphère. Et pour gagner cette place, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est supprimer les élevages. Donc on a déjà 3 points importants, l'eau, la biodiversité, les milieux naturels et donc la biodiversité, et le climat. En fait, quasiment tous les problèmes de la nature, de l'environnement, sont de près ou de loin liés à l'élevage. Ça ne veut pas dire que c'est la seule cause, je précise. Maintenant, nous vivons d'autres problèmes. Le problème le plus aigu en ce moment, dont on parle tout le temps à l'actualité, c'est peut-être pour ça qu'il est aigu, parce qu'il n'est peut-être pas si grave que ça, c'est une pandémie. Mais une pandémie, c'est une chose. Mais que diriez-vous de pandémie annuelle ? Vous savez, c'est un peu comme la canicule, c'est un petit peu comme le rationnement d'eau, c'est un petit peu comme les typhons, les ouragans, etc. Ce sont des phénomènes qui existaient déjà, mais ils ne font que s'amplifier en intensité et surtout en nombre. Et les pandémies, c'est la même chose. Les pandémies, elles augmentent depuis un moment, si on regarde l'histoire, et elles ne vont faire qu'augmenter. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Moi, ce que je peux faire, c'est très facilement vous expliquer pourquoi ces pandémies vont augmenter et pourquoi elles seront de plus en plus problématiques pour l'être humain. Alors, pourquoi elles augmentent ? Mais qu'est-ce qui fait qu'un virus ou une bactérie mute depuis les animaux non humains dans lesquels ils ou elles vivent pour vivre dans le corps des humains ou des animaux domestiques ? On parle de pandémie des humains, et ça nous concerne plus directement, mais on a eu des crises de grippe porcine, de grippe aviaire, de fièvre afteuse, voilà, tout ça. Pourquoi ? C'est très très facile à comprendre. Les virus et les bactéries, ils ont des populations, et ces populations dépendent de territoires. Je vais faire une analogie que vous comprendrez tout de suite. Imaginez un oiseau forestier. On coupe les forêts. Qu'est-ce qui se passe ? Leur territoire diminue, leur population diminue, automatiquement. Mais si on coupe tellement les forêts qu'on arrive à un point où il n'y en a presque plus, c'est malheureusement souvent la réalité. Quelles sont les possibilités pour ces animaux ? Il n'y en a que 2. Disparaître
ou bien changer de comportement pour pouvoir vivre dans d'autres milieux. Et dans quel milieu vivre ? Dans les milieux que les humains ont transformés, puisqu'il n'y a quasiment plus que ça. Et donc ça devient les espèces invasives. Donc on a que deux types d'espèces, j'ai envie de dire, en détruisant l'environnement, celles qui disparaissent et celles qui deviennent invasives. Eh bien, les virus et les bactéries, c'est la même chose. On accule les animaux au fin fond des forêts les plus en plus reculées. Les virus qui vivent dans ces animaux, nécessairement, ils ont de moins en moins de place pour vivre, puisqu'il y a de moins en moins d'animaux. Ils ne peuvent pas vivre en dehors des animaux. Enfin, il y a des virus de plantes et tout ça, mais je parle des virus des animaux. Donc, soit ils disparaissent, et il y en a qui disparaissent, quand on fait disparaître la biodiversité. Alors, certains disent que les virus ne sont pas vivants, moi j'estime qu'ils sont vivants, mais on fait disparaître des bactéries et des virus. Des bactéries, ça, il n'y a pas de doute, ça fait partie de la biodiversité, mais on les fait disparaître aussi. Sauf ceux et celles qui peuvent muter. Mais quand ils mutent, ils vont aller où ? C'est un petit peu comme avec la déforestation. Quand un animal quitte la forêt pour s'adapter à un nouveau milieu, il va s'adapter à un milieu artificiel, il n'y a presque plus que ça. Un virus qui va muter, qui va quitter le corps des civettes, des chauves-souris ou de je sais quel pangolin, où est-ce qu'il va aller ? Il y a les humains et les animaux domestiques, il n'y a presque plus que ça sur la planète. Donc, sachant qu'il y a des dizaines de milliers de virus, peut-être des millions de virus, qui vivent, parce que les virus on les connaît très très mal, on n'a pas décrit une espèce sur 10 000. Bon. Donc il y a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être plus, de virus qui vivent dans des populations animales menacées, dont on met la pression, parce que ces animaux diminuent encore, on détruit leur milieu, on les chasse, on les braconne, etc. Ces virus, ils vont muter pour s'adapter à l'être humain et à nos animaux domestiques, nécessairement. Et donc, tous les scientifiques annoncent une augmentation rapide du nombre de pandémies. Comment faire pour arrêter ? C'est ça qu'il faut faire. C'est pas seulement se battre contre une pandémie qu'il y a maintenant. C'est arrêter les dizaines de pandémies qui arrivent. Comment faire ? Premier pas, arrêter les élevages et arrêter de manger les animaux. Oui, parce que les élevages sont la principale cause de la déforestation, donc les animaux sauvages n'ont plus de place, donc les virus n'ont plus de territoire, et donc ils mutent pour venir chez nous. Et puis, comment est-ce qu'ils mutent ? Parce que si on n'était pas en contact avec ces animaux, parce qu'ils ne savent pas venir depuis le fin fond de la forêt en volant jusqu'au milieu des villes. Mais s'ils voyagent si facilement entre les animaux sauvages et les humains, c'est parce que nous tuons les animaux sauvages pour les manger. Quand je dis nous, c'est peut-être pas vous personnellement, mais ce sont les chasseurs, ce sont les marchés d'animaux sauvages en Chine, etc. Et donc ces virus, ils peuvent facilement passer depuis ces espèces animales d'animaux sauvages vers l'homme. Mais si on ne les mangeait plus, ça n'arriverait pas. Donc, en arrêtant de manger les animaux et leurs produits, on met en coup d'arrêt à cette augmentation exponentielle des pandémies qui est annoncée. Donc vous voyez encore une bonne raison de réfléchir à la végétalisation de l'alimentation. Alors on peut aussi parler des élevages qui eux-mêmes sont des clusters, comme on dit maintenant tous les jours, forcément. Donc je ne vais pas développer parce que je pense que vous savez que les élevages intensifs favorisent l'arrivée des pandémies diverses, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps donner des antibiotiques et toutes sortes de médicaments aux animaux qui sont dans les élevages. Donc là, je pense que vous le savez, je vais pas insister. Encore une fois, en supprimant les élevages, on règle le problème. Maintenant, il y a un dernier point qui est crucial, c'est que, contrairement à tout ce que je viens de vous parler, qui est global, mettre fin aux pandémies futures, mettre fin à la déforestation, il y a aussi un grand intérêt pour vous personnellement, individuellement. Ce n'est pas parce que je vous dis ça que malheureusement les hommes politiques ils vont suivre mes conseils. Ce que je vais peut-être réussir à faire, c'est que des dizaines, des centaines d'entre vous comprennent le problème, prennent les mesures nécessaires, à savoir deviennent végans ou végétaliens. Il faudrait évidemment, idéalement, une décision politique globale et qu'on arrête les élevages partout sur la planète. Mais bon, c'est pas moi tout seul qui arriverai à faire ça, je peux simplement essayer de pousser un peu dans ce sens-là. Maintenant, une motivation pour vous, encore plus, je suis certain que vous avez envie, comme moi, qu'on arrête la déforestation, qu'il n'y ait plus de pandémies dans le futur, etc. Mais ça paraît lointain, c'est-à-dire que vous ne voyez pas directement l'effet de vos choix. Par contre, certains d'entre vous ont peur de la pandémie,
Et d'autres, si vous n'avez pas peur, parce que vous êtes jeune, en bonne santé, etc., vous inquiétez quand même pour vos parents, vos grands-parents, et dire oui, mais enfin bon, c'est vrai que c'est une maladie qui ne tue pas grand monde, mais quand même, je ne voudrais pas que ça arrive à mon grand-père. C'est normal. Donc, se protéger individuellement, ou protéger la famille, etc., du ou des virus, il n'y a pas de raison d'en parler quand, il y a des tas de virus qui prospèrent depuis des dizaines, des centaines d'années, contre lesquels on peut évidemment se protéger également. Comment se protéger au mieux des virus? Eh bien, la meilleure manière, enfin, et des bactéries d'ailleurs, de toutes les maladies infectieuses, eh bien, la meilleure manière, et je pense qu'au fond de vous, vous le savez, puisqu'on parle tout le temps à la télévision des porteurs sains, des porteurs asymptomatiques, c'est d'avoir une immunité qui ne peut pas être affectée par ces virus. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de prendre des mesures pour ne pas être en contact avec le virus, ce qui arrivera tôt ou tard. On ne peut pas se protéger éternellement, à moins de vivre dans une chambre stérile, mais ça a d'autres problèmes de vivre en chambre stérile. C'est d'avoir une immunité qui ne peut pas être affectée par ces virus. Et comment ne pas être affecté? Avoir une telle immunité, c'est d'avoir un mode de vie qui permet à l'immunité naturelle de se développer de façon optimale. Le point crucial, le premier point, alors encore une fois, ce n'est pas le seul, mais le point crucial, c'est une bonne alimentation. Et toutes les études scientifiques vont dans le même sens. Une bonne alimentation, c'est une alimentation végétale qui en plus doit être constituée dans une grande partie de cru. Il ne faut pas tout cuire, mais il faut surtout que ce soit végétal. Il faut limiter toutes les nourritures qui sont lourdes et qui nécessitent cuisson, comme le riz, etc. Il faut le limiter. Ça ne va pas vous tuer de manger une fois du riz de temps en temps, mais si vous mangez tous les jours des pâtes, du pain, du riz, etc., c'est pas terrible non plus. Donc, ça peut paraître un peu complexe, ça peut paraître un gros changement, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais le point crucial, le premier pas, c'est l'alimentation végétale. Alors, de tout ce que j'ai dit là, j'ai mis à l'écran parfois une source ou l'autre, il n'y a pas de discussion scientifique. Ce que je vous dis est vrai. Je ne fais que vous expliquer des réalités scientifiques qui font consensus, notamment l'augmentation des pandémies à cause des élevages, etc., de la déforestation. Il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est un fait. L'impact de l'élevage sur le réchauffement climatique, la biodiversité, les espaces naturels, tout ça, vous trouverez plein d'études. Je peux peut-être vous en mettre quelques-unes en description, mais il y en a plein, il n'y a pas de discussion. Les seuls sur lesquels vous allez trouver des publications qui vont dans l'autre sens, c'est sur la santé. Ceci dit, il y a une raison particulière. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir que chaque fois qu'il y a eu des publications qui démontrent que quelque chose est mauvais pour la santé, il y a eu des contre-publications financées par l'industrie qui n'a pas intérêt à que vous sachiez la vérité pour pouvoir continuer à vendre leurs produits, pour dire que c'est pas vrai. La cigarette, il y avait des études qui montraient que la cigarette c'était bon pour la santé. Il n'y a pas si longtemps, il y a un demi-siècle ou quelque chose comme ça. Les ondes électromagnétiques. Depuis fin des années 90, il y a des scientifiques indépendants qui ont dit attention, ça a un impact sur la santé, sur la reproduction, sur le cerveau, etc. Il y a eu plein de contre-études. Il a fallu attendre 15 ans environ, dans les années 2000, j'ai en tête 2012, 2013 par là, pour que la Commission européenne reconnaisse quand même que nous devrions prendre des précautions pour limiter notre exposition aux ondes électromagnétiques parce que ça a des conséquences sur la santé. Voyez ? Mais c'était un peu trop tard, tout le monde avait déjà un téléphone portable. Ça aurait été difficile de faire marche arrière. Donc l'industrie a gagné, elle a réussi à semer le trouble, à laisser en doute dans le public suffisamment longtemps pour pouvoir vendre massivement ses produits et que ce soit plus difficile, voire impossible pour l'instant de faire marche arrière. Si on avait dit en 98, quand on commençait seulement les téléphones portables, attention, ça crée des cancers du cerveau, ça crée des troubles de la fertilité, etc., etc., on aurait peut-être dit on va interdire ça. En 2012, 2013, 2015, c'était plus possible. Eh bien, c'est pareil. C'est d'ailleurs pareil avec les médicaments, etc. Il y a plein de médicaments qui sont retirés du marché, mais regardez le nombre d'années qu'il faut avant de reconnaître qu'ils soient mauvais. Sur ce temps-là, ils ont fait leur bénéfice. Bon. Avec la viande et les produits animaux, sachant que le public est contre la végétalisation de l'alimentation, quelques études de temps en temps montrant que c'est bon pour la santé, des études qui sont tout à fait tronquées, qui sont obtenues, des résultats qui sont obtenus juste parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière,
Eh bien, il suffit que les gens, oui, mais regarde, c'est pas encore sûr, regarde l'étude, et comme ça, rien ne change, ou presque. D'accord ? Bon. Mais, en réalité, il y a plus de 3000 études scientifiques qui, point par point, évidemment, c'est pas global, c'est pour les cancers, pour les virus, pour les bactéries, pour les maladies cardiovasculaires, pour l'immunité en général, pour la longévité, pour ci, pour ça, qui montrent que l'alimentation végétale est de loin, de très loin, meilleure pour la santé. Il n'y a absolument aucun doute sur la question. Alors, vous pouvez toujours dire, oui, mais j'ai quand même des doutes. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'essayer. Essayez. Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer ? Ça, c'est aussi un gros avantage, c'est que végétaliser l'alimentation pour le climat, la biodiversité, les pandémies, les animaux, l'eau potable, vous voyez, et la santé, ça ne coûte rien. Très souvent, même, ça diminue vos coûts. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment vous mangez, etc. Mais c'est certainement pas une grosse dépense. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que vous attendez pour essayer ? Cette question sera d'ailleurs ma conclusion. En effet, il existe un mouvement sur cette planète, qu'on appelle le mouvement végan ou vegan, qui a comme motivation principale, voire unique, le respect des animaux, mais qui a comme philosophie de n'utiliser aucun produit de l'élevage, de l'exploitation animale, de la chasse, de la pêche. Et grâce à ce choix, on peut limiter considérablement son impact sur le climat, la pollution des eaux douces, les eaux de mer aussi en fait, la biodiversité, l'extinction de masse, la déforestation. On peut ainsi également mettre fin à la famine. Je vous rappelle que dans ce monde, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. C'est vraiment abominable de penser à ça. Or, la raison principale, c'est que 80% de la nourriture végétale produite dans ce monde est donnée à du bétail qui gaspille, quand je dis du bétail, c'est au sens large, à tous les animaux d'élevage, qui gaspillent, via leur organisme, 80, 90, voire 96% des nutriments. Si on arrête les élevages, la famine disparaît. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour le faire ? C'est bien le but de cette vidéo, c'est de dire... il y a péril dans la demeure, c'est hyper urgent, tout d'abord pour les victimes, qui sont incroyablement nombreuses. Je vous invite à réfléchir sur le fait qu'il y a environ 3500 animaux qui sont tués chaque seconde dans le monde, dans les abattoirs, et encore bien plus d'animaux tués en mer. Je vous invite à voir cette vidéo, qui est très forte. Je n'ai mis aucune image, évidemment, douloureuse dans ma vidéo. Celle-là, moi, elle me fait pleurer à chaque fois. Mais si vous ne comprenez pas le problème qui se passe en mer avec cette vidéo, vous ne le comprendrez jamais. Elle est vraiment très, 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 très bien faite. Donc, je le répète, n'attendez plus. En plus de l'urgence pour toutes les victimes, il y a désormais une urgence planétaire. Je le répète, climat, pandémie, biodiversité, pollution. Vous avez envie que ça change. Il y a une condition pour qu'on ait une chance de trouver des solutions à tout ça, c'est que rapidement, l'ensemble de l'humanité cesse d'exploiter et tuer les animaux, de mettre donc fin aux élevages et de cesser de tuer les animaux sauvages, que ce soit sur terre ou en mer. C'est encore possible, on peut le faire, mais il ne faut plus attendre. On n'a plus le temps. On n'a vraiment, vraiment plus le temps. Je vous le demande, pas pour moi, j'y ai aucun intérêt, mais pour tous les animaux de la planète, pour tous les humains de la planète, pour les générations futures, pour les forêts, et aussi pour vous-même. C'est vraiment le moment maintenant, si vous n'avez pas déjà franchi le pas, bien entendu. Allez-y, arrêtez de participer à l'exploitation animale, boycottez les élevages, et vous allez voir, votre vie personnellement va évoluer dans le bon sens, et si nous sommes assez nombreux, nous pouvons également faire évoluer l'état de la planète dans le bon sens.